Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Luca De Meo. Bonjour Luca. Bonjour. Alors, tu as à ton actif 30 ans de carrière dans l'automobile. Tu as été à la tête de nombreuses marques européennes. Tu aimes les défis, la résolution des problèmes propres à la fonction de direction générale. C'est pour ça que tu as accepté de prendre la direction générale en 2020 de Renault, du groupe Renault, après une période tumultueuse que l'on connaît. Tu es un grand dirigeant du CAC 40, mais tu as les pieds sur terre, tu as de l'empathie, tu es connecté aux clients. Tu es ce qu'on appelle dans le milieu un car guy, donc un homme passionné des voitures. Tu as lancé en tout plus d'une centaine de modèles de voitures pour de nombreuses marques. Tu es très attaché à l'Europe et à la France, et aussi aux valeurs de responsabilité de l'entreprise, sociale et environnementale. Alors, tu connais le principe de l'émission ici. On est là pour explorer tes émotions, tes ressentis, tes apprentissages. On est là pour essayer de comprendre comment tu fonctionnes, de se mettre à la place de Luca De Meo et de voir quels sont les apprentissages aussi que tu as pu avoir sur la route. On aura quelques interventions et illustrations de Stéphanie qui viendra nous montrer quelques étapes fondamentales dans ton parcours. Alors, on commence tout de suite par l'enfance. Alors, tu es né en 67 à Milan. Ton père était banquier d'affaires et tu as beaucoup voyagé en étant enfant, une douzaine de pays, je crois. Tu parles 5 langues. Est-ce que tu te souviens de ton premier contact avec une voiture ? Non, je pense que c'était très tôt. Je pense que j'étais toujours passionné de ça. Il y a eu un moment dans ma vie où j'ai vraiment fait le déclic sur l'automobile. Je vivais en Côte d'Ivoire à l'époque et il y avait une épreuve du championnat du monde de rallye qui se faisait là-bas. Et un pilote de l'écurie Lancia m'a permis de faire un petit tour dans une voiture qui allait courir le jour d'après, au rallye du Bandama. Et c'est là que j'ai décidé de travailler dans l'automobile. Donc je suis tombé très vite dans la soupe. Là, tu avais 6 ans, tu as fait un tour en voiture de rallye. Oui, absolument. En 86, tu te lances dans des études d'administration des affaires à l'université Bocconi, à Milan, toujours. Tu voulais devenir patron ? Pas nécessairement. En fait, je voulais faire philosophie. Puis je suis allé faire le test et ils m'ont pris. Donc, test d'admission. Je me suis dit, mon côté rationnel, a pris le dessus. Et donc j'ai décidé de faire cette université. Philosophie de l'automobile, enfin, il y avait Non, de philosophie en général. Je je voulais faire un truc complètement différent à l'époque. Mais donc mon côté rationnel a pris le dessus et j'ai fait cette université assez prestigieuse en Italie. C'était quand même une chance de pouvoir étudier là-bas une fois qu'ils m'avaient pris dans le truc. Donc, et alors, tu es tellement entraîné dans cette voie-là que tu as enchaîné avec un MBA, donc un Master of Business Administration à l'IMD Business School à Lausanne. Tu fais un stage chez Toyota et puis tu concrétises ton rêve d'enfant en rentrant chez Renault en 92. Comment tu obtiens ce premier job, tu te souviens ? Moi, justement, mais ils cherchaient. Donc, comme je voulais travailler dans l'automobile, et puis ils m'ont envoyé justement à côté de Milan. Parce que j'ai commencé dans le terrain en faisant le travail avec les concessionnaires. Et c'était ma première chance. Et après 2 ans, comme je parlais un peu français, je parle français parce que j'avais fait l'école française quand j'étais gamin. Donc j'étais de la première vague des impatriés dans la régie. Oui, il n'y avait pas beaucoup de non-français à l'époque. Comme je te disais, c'était un peu comme les blagues. Ils ont cherché un espagnol, un allemand, un anglais, un italien, et moi j'étais l'italien. C'était vraiment la première vague où l'entreprise commençait l'internationalisation de ses équipes. Alors, qu'est-ce que tu retiens en fait de cette première expérience ? Là, tu es rentré, tu pensais faire ce genre de métier-là pour l'automobile ? Tu voulais être quoi ? Tu voulais être plutôt... tu étais attiré par la marque, par les objets eux-mêmes, par moi, le design ? j'ai toujours été un fan de voitures. Donc pour moi, travailler dans l'automobile, c'était mon rêve depuis que j'étais gamin. Et Renault m'a donné en fait ces 2 possibilités. 1, de travailler dans l'automobile et 2, de commencer une carrière internationale. Donc, en revenant ici, je devais quelque chose à Renault. C'est la première entreprise qui m'a donné la chance professionnelle de ma vie.
Et tu es parti vers une carrière multinationale, en effet, puisqu'après Renault, tu rejoins Toyota Europe, puis le groupe Fiat, où tu diriges les marques Lancia, Fiat, Abarth et Alfa Romeo. Par la suite, en 2009, tu rejoins le groupe Volkswagen en tant que directeur marketing. Pourquoi tu as choisi en fait l'automobile européenne, ou pourquoi l'automobile européenne tu as choisi? Pour toi, c'est une évidence. Je pense que bon, c'est simplement un accident en fait voilà, de la vie. Une fois ils m'ont appelé en Allemagne, une fois ils m'ont demandé d'aller en Espagne, une fois au début je suis venu en France, je suis revenu maintenant en France. Je ne sais pas pourquoi, j'ai Il y a un pas eu savoir-faire d'occasion. européen? Bah, ça c'est sûr. Je pense qu'on a la meilleure industrie automobile au monde. Ça c'est D'accord. clair. Ça se traduit par quoi? Ça se traduit par une grande tradition, par une énorme compétence, par des marques dont les gens rêvent sur toute la planète. Et je pense qu'il faut être fier de notre industrie. Alors, tu portes le maillot européen et la première marque que tu diriges, c'est Lancia, du groupe Fiat. Alors, en quoi c'est important le marketing pour une marque automobile? Ben, je pense que bon, les marques, c'est très important. Les marques, c'est en fait l'interface au marché, au client. C'est une façon pour les gens de décoder simplement une série de valeurs, une tradition, une histoire, une compétence qui est derrière. Et donc, ça capture, en fait, ça synthétise tout ça. Non, il y a des milliers de personnes derrière, des dizaines d'années de travail, etc. Et dans l'automobile, je pense que c'est encore un de ces secteurs, et au moins moi, j'ai toujours lutté pour ça, où la marque compte, parce que la marque, ça amène des émotions aux gens différentes. Et en plus, dans l'automobile, j'en suis convaincu, il y a quand même un très fort lien entre la culture du pays dont la marque vient et l'attractivité de cette marque. Quand tu achètes une voiture allemande, tu achètes une partie de la culture allemande. Quand tu achètes une voiture française, tu achètes une partie de la culture française. Et ça vaut aussi pour les Italiens, plutôt que pour les Japonais, plutôt pour les Anglais. Donc moi, j'ai toujours essayé de reconnecter dans mon travail, toujours essayer de reconnecter pas seulement la culture de la marque, mais aussi la culture du pays d'où cette marque en fait vient. Ça a été le cas partout, en Italie avec la Cinquecento, plutôt qu'en Espagne avec Seat, et je suis en train de le faire aussi avec Renault, j'espère bien. En 2004, ton patron, Sergio Marchionne, le fameux, te propose de devenir directeur général de Fiat. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Peur? Fierté? Je lui avais dit que je n'étais pas capable de le faire. Et il m'a dit, je vais t'aider. Et en fait, il m'a aidé, mais pendant 3 ans, 3 ou 4 ans, c'est vrai que c'était une énorme pression, parce que Fiat, à l'époque, elle était dans une situation hyper difficile. Le 80% des pertes du groupe venaient de la marque Fiat. Tu as perdu combien? Je pense qu'il perdait 5 millions par jour. Par jour? Par jour. Dont 4 millions? Donc 4 millions étaient sur le compte économique de la marque Fiat. Mais quand je suis arrivé chez Renault, on en parlait, je pense, 40. Donc, par jour aussi? Ouais. Ah oui. Mais 8 milliards T'aimes bien nager dans les problèmes? T'aimes bien les problèmes? Oui, je vais chercher les problèmes. J'ai toujours essayé d'aller où il y a des problèmes, parce que où il y a des problèmes, tu peux amener des solutions, tu peux faire la différence, et en plus, tu apprends. Ce qui est une chose très importante pour moi. Après Fiat, tu pars chez Volkswagen en tant que directeur marketing. Et en 2015, tu fais face à un nouveau très grand défi, Stéphanie. Effectivement, en 2015, vous êtes nommé président du comité exécutif de Seat, filiale espagnole de Volkswagen. Et à votre arrivée, eh bien, la marque est en mauvaise posture. En 4 ans, vous redressez l'image et les comptes. Seat redevient profitable, la clientèle est rajeunie. De nouveaux modèles sont lancés, ainsi qu'une nouvelle marque plus sportive, la Cupra. Et entre 2015 et 2018, les ventes de voitures progressent de 12% et avoisinent les 600 000 unités. En 2019 même, Seat enregistre les meilleurs résultats de son histoire en frôlant les 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ce qui s'appelle un beau redressement. Oui, c'était une super expérience. Moi, j'adore Seat, j'adore Barcelone, j'adore l'Espagne. C'était vraiment une très, très belle expérience. Et ça a redonné fierté à toute une équipe, mais aussi, en fait, à toute une région, à tout un pays. C'est beau de voir ça. C'est exactement le type de situation
je vais chercher. Seat n'avait jamais gagné d'argent dans les 30 ans précédents. C'est-à-dire, le groupe Volkswagen avait acheté Seat en 86. Moi, je suis arrivé 2015-2016. Ils n'avaient jamais gagné de l'argent. Et ça, c'est un peu déprimant, non, pour les gens. Donc, on a changé ça. Et maintenant, je vois que mes collègues à Barcelone, ils vont bien. Je suis content. Après avoir démontré tes capacités de redressement, justement, de situation quasi désespérée, en juillet 2020, Jean-Dominique Sénard t'appelle. Cher Luca, peux-tu nous dire pourquoi tu as accepté le challenge que je t'ai offert en 2020 lorsque tu nous as rejoints chez Renault pour reprendre les opérations d'une société qui était dans l'état que nous savons? D'abord parce que j'ai trouvé que Jean-Dominique, c'est un grand monsieur. Des gens comme lui, il n'y en a pas beaucoup. Non. Il n'y en a plus beaucoup, toi tu connais bien. Donc c'est une personne d'une honnêteté, d'une intégrité, d'une élégance, d'une courtoisie assez rare. Donc je suis venu pour lui. Une grande puissance Parce de que travail aussi. c'est important aussi d'avoir une espèce de affinité avec les gens avec lesquels tu travailles. Je suis venu certainement pour le défi. Comme je dis au début, je comprenais bien que Renault était dans le trou. Et comme c'est une entreprise glorieuse de l'industrie automobile européenne, la possibilité de donner ma petite contribution à ça, ça me rend fier comme gars de l'automobile. Je suis venu parce que je devais quelque chose à Renault, qui était l'entreprise qui m'a donné la chance quand j'étais tout jeune. Et je suis venu aussi parce que j'aime la France, c'est un grand pays où je me sens assez à l'aise. Donc je connais un peu la culture, je connais un peu la langue. Et c'est un pays où j'avais envie de vivre. Voilà, ça c'est 3 ou 4 raisons. Je pense que c'est suffisant, non? Alors là, oui, c'est sûr. Tu avais déjà en plus un défi, là, non seulement avec l'état de Renault à l'époque, mais en plus toutes les crises qu'il y a pu avoir. Ouais. Tu es arrivé en plein Covid, en fait. Ah oui, je suis arrivé en plein Covid. Il n'y avait personne dans les bureaux. Oui, mais les crises, c'est des opportunités aussi. Parce que c'est le moment où tu peux... où même les équipes, on n'a pas trop à perdre. Donc, Il n'y a plus personne qui te dit on va faire comme avant. Mais exactement. Tu Là... n'as pas trop à perdre, donc tu te poses les bonnes questions. C'est comme les gens qui malheureusement ont eu des graves problèmes de santé. Ils remettent les priorités dans le bon ordre dans la vie. Ils se posent les bonnes questions. Et ils ont normalement une vitalité, non, parce qu'ils ont envie de vivre. Et si tu tournes ça, comment dire, si tu ne mets pas 10 ans pour le faire, comme nous on l'a fait dans quelques mois, on a commencé à voir que les résultats de la nouvelle approche, ça marchait. Et donc, c'est assez enthousiasmant. Moi, j'aime bien ça. Alors justement, comment tu as fait? Au début, tu as fait un état des lieux. Et puis, déjà, ça ressemblait à quoi? Et qu'est-ce que tu t'es dit que tu allais faire comme plan pour sortir du trou? Moi, je pense qu'une des choses, et c'est tout à fait compréhensible, c'est qu'après des années assez troubles, en fait, pour des raisons, je ne vais pas commenter le passé, je n'ai jamais eu l'arrogance intellectuelle de juger les gens qui avaient avant moi, et je ne vais jamais le faire. Mais ce que j'ai vu, évidemment, c'est après ces années, il y a beaucoup de monde qui avait perdu confiance en soi-même, non? Donc, je pense que Renault était déjà plein de petites pépites, de trésors, de compétences, etc. Mais les gens, ils ne voyaient plus ça. Ils pensaient qu'ils descendaient sur le terrain de jeu en pensant qu'ils allaient perdre le match. Et je pense que c'est une question de mindset que tu dois, non? Si je peux utiliser ce mot anglais, c'est une question d'attitude mais de confiance en soi, mais sans être arrogant. Mais c'est quand même une entreprise qui était dans le marché pendant 124 ans, donc il doit y avoir quelque chose de bien. Et il y avait une grande fierté. Absolument. Qui a été Exactement. chamboulée. Donc moi j'avais besoin de faire prendre conscience aux gens que nos concurrents ne sont pas nécessairement beaucoup mieux que nous. Ouais, ils sont bons, on les respecte, etc. Mais on peut faire les choses. Ça, c'est une chose. Je pense que la deuxième, certainement, il y avait une organisation, à mon avis, assez complexe, qui avait une logique qui n'était pas nécessairement adaptée aux défis de redressement que nous, on avait.
avec quelque chose qui restait d'une vision de l'entreprise qui était plus actuelle, parce que, comme tu sais très bien, pendant des années, tout était visé à la fusion avec Nissan, etc. Donc, en gros, la destination, c'était ça. Mais moi, je voulais redonner une stratégie à Renault, une identité à Renault, parce que je pense que tous les partenaires de l'Alliance doivent avoir leur stratégie, doivent être forts et pour pouvoir s'asseoir à la table et avoir une bonne conversation. C'est comme dans les mariages, il faut toujours que ce soit assez équilibré. Et j'avais besoin de remettre les gens de Renault sur nos sujets, sur notre stratégie. Et je pense que les gens ont commencé. Et l'organisation était très complexe. Et donc, j'ai essayé de structurer une organisation plus orientée sur les marques. Et on revient au discours qu'on a fait avant. C'est-à-dire, la marque, ça devient un catalyseur aussi de culture. Quand tu vois maintenant comme travail et la complicité que les équipes de Dacia ou les équipes d'Alpine ont dans l'entreprise, ça n'a rien à voir avec une organisation qui est plutôt coupée par fonction, un peu old school, très verticale, etc. Et là, je pense qu'on est beaucoup plus orienté aux clients, beaucoup plus orienté au marché, au business, et ça donne ses fruits en fait. On regarde les chiffres. Et toute cette stratégie, tu l'as fait en plusieurs phases, hein. Il y a eu la résurrection, la révolution, et puis maintenant véritablement la révolution que tu as englobée dans la Renaulution. Tu as vraiment, bien encapsulé toute cette stratégie. Mais au-delà de ça, il y a aussi 5 blocs fonctionnels et stratégiques que tu as définis dans l'entreprise. Alors, est-ce que tu peux nous les décrire rapidement, entre Hors, Ampère Oui, je fais ça rapide. En fait, les 3 phases, c'était résurrection, c'était sauver la boîte. Oui. Rénovation, c'est mettre le produit au centre de notre mécanisme et de notre stratégie. Et vous allez voir que d'ici 25-26, Renault va avoir dans la rue une gamme de produits qu'on n'a jamais eu depuis des décennies. Et ça, c'est tout le travail que nos designers, nos ingénieurs ont fait ces derniers 2 ans et demi. Et là, ça commence, là, ça va cracher. Là, ça commence à arriver. Et ça va tout changer, à mon avis. Troisième chose, c'était la révolution. Et la révolution, c'est, troisième phase, c'est vraiment d'imaginer. Le monde de l'automobile est en train de changer énormément. Le monde de la mobilité, tu le sais très bien, toi aussi. Il y a des opportunités qui se créent. Il y a une nouvelle chaîne de la valeur. Et il y a un contexte qui est très volatile et il y a une technologie qui est très évolutive. Donc, il faut construire des organisations qui soient adaptées à ce nouveau monde. Donc, nous, ce qu'on va faire, ce qu'on est en train de faire, c'est d'essayer de spécialiser des groupes plus compacts de gens sur des sujets orientés au futur. Par exemple, tu prends l'électrique, tu prends le software, tu prends l'économie circulaire, tu prends disons le haut de gamme avec Alpine qu'on n'a jamais fait chez Renault vraiment, etc. Et tu construis une organisation qui est en fait où il y a des subcultures, où tu orientes un groupe plus compact de gens, plus agiles, et tu leur permets de prendre responsabilité de leur business et de innover. Parce que l'innovation, c'est un des thèmes sur lesquels j'ai toujours travaillé, qui me sont plus proches, en fait. Et là, je pense que ça va donner beaucoup de bonnes surprises pour nos clients. Alors, c'est quoi les 5 sports de Renault ? Mais je mentionnais avant, je pense que la combinaison dans la prochaine génération de produits de l'électrique et du software, ça va donner, je dirais, des produits qui ont vraiment un autre potentiel pour le client. C'est très important. Je pense qu'il y a tous les thèmes des services, de la mobilité. Et dans cet espace-là, tu vas de l'abonnement des voitures jusqu'au système de paiement, jusqu'à l'assurance, plutôt que les plateformes de mobilité, la gestion de l'énergie, parce qu'avec la voiture électrique, il y a peut-être un business. La voiture, elle est connectée à un moment donné tous les jours à un câble, et donc il y a tout le monde derrière. L'économie circulaire, ça va devenir un must, parce qu'on a besoin de réduire l'impact en premier cycle, deuxième cycle et troisième cycle des voitures. Donc, il faut qu'on organise le business, il faut qu'on crée une entreprise, c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà, donc on a joué au foot pendant 100 ans. À un moment donné, ils nous demandent de faire les Jeux olympiques. Okay, donc, tu peux dire, il y a 4 ou 5 sports que tu dois faire. Tu as 2 possibilités. Tu fais le pentathlon,
Donc tu demandes à la même personne de courir, de nager, d'aller au vélo, etc. Normalement, bon, c'est une médaille très précise, je ne veux pas dire le contraire, mais normalement, dans chacune des disciplines, ce type d'athlète ne fait jamais le record du monde. Ou tu peux décider que tu prends 4 ou 5 athlètes qui ont un talent différent, une conformation physique différente, ils entraînent différemment, ils mangent différemment. Leur performance est mesurée de façon différente, parce qu'une fois c'est le timing, l'autre fois c'est la distance. Et là, tu fais les disciplines et tu peux peut-être, dans chacune des disciplines, gagner, pas une médaille, mais 4, 3, 2 ou 5. Et tu peux peut-être faire un record du monde. Et nous, on a choisi clairement ce deuxième schéma, disons, ce deuxième concept. Et c'est une stratégie qui paie, Stéphanie. Effectivement, puisque à votre arrivée chez Renault en juillet 2020, le groupe perdait 8 milliards d'euros. 2 ans plus tard, la perte est limitée à 338 millions d'euros. Le chiffre d'affaires bondit de 11% à 46 milliards. Surtout, Renault double sa marge opérationnelle à 5,6% du chiffre d'affaires. Des résultats obtenus malgré le retrait de Russie qui grève les comptes de 2,3 milliards et avec une stratégie en rupture totale, hein, avec la course au volume de la période Carlos Ghosn. Si vous vendez moins de voitures, Renault réalise plus de profits sur chaque véhicule vendu, en moyenne 1 000 euros de plus par voiture vendue comparé à l'année 2000. Et vous l'avez dit, c'est l'un des redressements les plus rapides de l'histoire automobile. Oui, bon, vous avez tout dit, donc je pense que oui, je pense que c'est... moi, je ne suis pas surpris parce que je pense que l'automobile, c'est une industrie qui te donne la chance de faire bien. C'est-à-dire tu peux descendre aux enfers très, très vite, mais tu peux remonter si tu fais les choses bien. Et bon, Renault, c'est bien un cas de... J'avais déjà vu ça. Donc, je n'étais pas surpris. Peut-être des observateurs ou même des gens dans l'entreprise sont surpris de voir Renault rebondir si rapidement. Mais bon, ça veut dire que notre stratégie marche. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce n'est que le début. J'espère que le contexte va être plus facile pour nous, parce que les derniers 2 ans et demi, 3 ans, ça a été... La pandémie, on a eu toute la pandémie, tout le thème des semi-conducteurs, la logistique elle est en crise. Le marché, il est quand même encore 20, 25, 30% plus bas des valeurs historiques. Donc, si on l'a fait pendant qu'il pleuvait, il y avait de la flotte comme ça, etc. Je pense que si la situation redevient, comment dire, un peu plus stable, je ne veux pas dire complètement stable, parce qu'elle ne sera jamais comme ça, je pense qu'avec les produits qu'on aura, on commencera vraiment à rejouer le rôle de leader dans certains domaines, qui est le rôle qu'une marque comme Renault, qu'une entreprise comme Renault doit jouer. Je n'ai pas envie de rester au fond du peloton, ça c'est clair. Et parmi les défis donc à venir, il y a le défi écologique, il y a la transition énergétique. Comment tu appréhendes tout ça en tant que constructeur? Nous, on a un des meilleurs mix, en termes d'impact, on a un des meilleurs mix au monde, en fait, pour notre addiction dans l'électrique, pour la technologie de l'hybride, mais aussi parce qu'on a toujours vendu en moyenne des voitures plus petites, plus compactes d'autres constructeurs. Donc, je pense qu'on est bien positionné. Le challenge, il est énorme, parce que l'industrie de l'automobile, c'est une des industries qui est soumise à la réglementation la plus sévère et la plus ambitieuse. Donc, nous, en 12 ans, on doit être à 0. Il faudra le faire avec les voitures électriques. J'espère c'est 2035, là. Oui, c'est 2035. Et donc, c'est un défi énorme. Et nous, on se voit pas seulement le faire sur les voitures, mais en fait, on se voit le faire sur toute la chaîne. Donc, y compris à l'usage, y compris dans les sites de production, etc., etc. Donc, dans le sourcing, etc. Donc, je pense que c'est un énorme défi. Je crois que ça vaut la peine de le faire pour nous, pour être plus compétitifs, pour l'Europe et aussi pour les prochaines générations. Donc, on passe beaucoup de temps sur ça. Je pense que l'industrie est vraiment engagée. Là, je parle plutôt comme président de l'association des constructeurs européens. Je pense que l'industrie d'automobile, il ne faut pas se tromper. On est une partie de la solution, on n'est pas un problème. L'industrie d'automobile, en ce moment, est en train d'investir 250 milliards d'euros dans la transition aux nouvelles technologies. Et nous, on veut être dans la tête du peloton quand il s'agit de faire ce switch-là.
Alors, c'est un travail d'équipe, mais c'est quoi les prochains véhicules qui, pour toi, sont la patte Luca De Meo? Alors, je sais que tu avais révélé le Scénic Vision avec une vision de la responsabilité des entreprises au sens large. Peut-être tu peux nous en dire un mot. Et puis les prochains modèles qui vont sortir et qui... Il y aura, on vient de lancer l'espace, il y aura la Clio, comment dire, disons après l'été, on aura le Scénic, la version, disons, série du concept qu'on a vu à Change Now l'année dernière, qui est d'ailleurs très proche. C'est une voiture électrique avec une autonomie très importante. Ouais, qu'est-ce qu'il a de particulier justement? Parce qu'il avait plus... En fait, je pense que nous, aujourd'hui, on vend la Mégane, ça a beaucoup de succès, c'est une voiture plus compacte, plus sportive. Ça devient vraiment un choix logique pour une famille, un père de famille ou une mère de famille qui veut avoir une voiture, la première voiture dans la maison, parce qu'elle va faire plus de 550 km en autonomie, il va y avoir de la place, etc. On l'a très centré sécurité, on l'a très centré écologie, etc., comme on l'avait fait sur le concept. Recyclés, etc. Donc je pense que ça une voiture, ça redore un peu comment le blason du Scénic, qui avait été un grand succès quand j'étais chez Renault dans les années 90. Je pense que ça a le potentiel d'être une voiture à grand succès. Et puis on va enchaîner d'ici à 2025 avec le lancement de 18 modèles. Donc tu as toutes les marques, tu as Dacia, tu as Alpine, la 4, la 5, donc ça va être un florilège de choses, et c'est bien parce que c'est notre métier, nous on fait des bagnoles, donc il faut qu'on fasse des bagnoles et bien. La Renaulution ne fait que commencer. Merci beaucoup, Luca De Meo. À vous. Merci pour tout son partage. Et quant à nous, on se retrouve juste après pour le pitch.